Comprendre la stratégie hongroise de Viktor Orban, c'est ce que nous allons tenter de faire grâce à nos deux invités que je vais vous présenter dans un instant et à partir de la traduction d'un essai remarquablement documenté intitulé « Comprendre la stratégie hongroise ». C'est aux éditions de la Nouvelle Librairie et c'est surtout en vente sur le site tvl.fr dans la rubrique boutique tvl.fr. Nos invités, je vous l'ai dit, tout d'abord Thibaut Gibelin, bonjour. Vous êtes bonjour. Essayiste, doctorant en sciences politiques, professeur invité au Matthias Corvinus Collegium. Et puis notre ami Ferenc Almasic, j'ai notre ami parce que vous êtes souvent, et vous intervenez souvent sur TVL, sur TV Liberté. Vous êtes journaliste et rédacteur en chef du Visegrad Post. Bonjour Martial. Bonjour Ferenc. Alors vous deux, ce petit bouquin, ce grand livre plutôt, vous l'avez... traduit, vous l'avez préfacé, vous l'avez évoqué, parce qu'il est un travail produit par Balázs Orbán, Viktor Orban. Qui est Balázs Orbán par rapport à Viktor Orban? Thibaut Gibelin peut-être? Oui, alors Balázs Orbán, c'est le conseiller, le directeur politique du Premier ministre depuis 2021, c'est tout récent. C'est un homme jeune, il est né en 1986, il est juriste, il est politologue, il a déjà une certaine expérience politique et il est aussi engagé sur le plan universitaire. Il est le président du conseil d'administration du Matthias Corvinus Collegium et de l'université de service public Ludovica. Il a écrit ce livre en 2020 avant de devenir le directeur politique du Premier ministre. Il n'y a pas de lien de parenté entre les deux hommes. Est-ce qu'il était important de faire connaître aux Français cet ouvrage-là de Balázs Orbán? Parce que c'est une personnalité montante dans la vie politique hongroise. Oui, tout à fait, Martial. Balázs Orbán, malgré son âge, est quelqu'un qui s'est très rapidement imposé sur la scène publique hongroise. C'est quelqu'un qui est brillant, qui est visiblement très motivé pour faire des choses. Et ça, c'est quelque chose qui plaît à Viktor Orban, qui a besoin de lieutenants. Peut-être même plus que lieutenant d'ailleurs, puisque aujourd'hui, alors qu'on est peut-être au milieu du règne de Viktor Orban, selon ses plans les plus optimistes, il est aujourd'hui souvent vu comme le dauphin le plus probable de Viktor Orban. Alors, cet ouvrage s'inscrit dans un moment particulier, résumé par Viktor Orban lui-même dans le livre, la nécessité d'une nouvelle ère ou d'une nouvelle voie pour un pays sorti du système communiste, mais rebuté par une Europe fédérale. Je cite, une Europe qui a perdu tout avantage concurrentiel. Ça, c'est un constat quand même très dur. Tout avantage concurrentiel. Excite l'Europe. C'est un avantage, c'est une position difficile à assumer aujourd'hui en Europe, mais il faut comprendre d'où les Hongrois reviennent. C'est-à-dire qu'en 1990, les pays d'Europe centrale percevaient l'Occident libéral comme la panacée. Donc ensuite, la déconfiture, la désillusion est venue en plusieurs temps. D'abord parce que le changement de régime était très brutal. C'est les recettes les plus dures du néolibéralisme anglo-saxon qui ont été imposées de but en blanc. Puis l'entrée de la Hongrie aux côtés d'autres pays d'Europe centrale en 2004 s'est soldée par un marasme économique prolongé. C'était une époque où Viktor Orban était dans l'opposition. Et par l'exode de nombreux Hongrois qui sont partis chercher des salaires plus élevés à l'ouest. Enfin, avec la crise de 2008, on est rentré dans une véritable remise en cause de l'hégémonie occidentale au niveau planétaire et la multipolarité dessine des frontières entre l'Occident et les autres aires civilisationnelles, mais aussi à l'intérieur de l'Occident. Et la voie hongroise, c'est une voie typiquement centre-européenne qui entend défendre l'intérêt national et l'appartenance civilisationnelle européenne, mais aux antipodes des méthodes de Bruxelles. Là, pour l'instant, je cite Viktor Orban, non concurrentiel dans les domaines de l'économie, de la science, des innovations. Il ajoute une population européenne vieillissante et l'arrivée de millions de migrants à ses frontières. C'est quand même un constat très dur et qui pourra, on le verra peut-être, avoir quelques ambiguïtés avec son positionnement au sein de l'Union européenne, par exemple. Oui, mais alors Viktor Orban, il ne faut pas oublier, la Hongrie, c'est un petit pays. C'est-à-dire que on a parfois tendance, lorsqu'on se penche sur les questions d'affaires étrangères, à transposer les choses de manière un peu trop linéaire. La Hongrie, c'est un petit pays qui n'a pas les atouts de la France. C'est un pays 6 fois plus petit, 7 fois moins peuplé, il n'a pas d'accès à la mer, pas d'armes atomiques. C'est un pays agraire et touristique. Tout ça, ça fait que on ne peut pas transposer les situations françaises et hongroises. Et puis évidemment, il y a aussi l'histoire, en particulier l'histoire du XXe siècle, l'histoire récente, qui est fondamentalement différente. Il y a une évolution en parallèle dans des mondes très différents.
Alors, avant même d'évoquer dans le détail cette stratégie hongroise, mais la question qui se pose, que je vous écoute, vous me dites, bon voilà, c'est un petit pays, vous avez rappelé, cette fois moins étendu que la France. Qu'est-ce que, en fait, la stratégie hongroise peut nous apprendre à nous? Qu'est-ce qu'elle peut apprendre aux téléspectateurs français qui vous regardent et vous écoutent? D'abord, je dirais que c'est les conditions d'existence de cette stratégie, c'est-à-dire un sentiment national, une appartenance identitaire forte, qui permet de s'identifier à une élite politique, qui permet à une élite politique de s'appuyer sur un plébiscite populaire, renouvelé, rappelons-le quand même, avec 2/3 des sièges au Parlement en 2010, 2014, 2018 et 2022. Ensuite, c'est la manière dont l'élite hongroise arrive à étendre sa marge de manœuvre à l'intérieur de l'Union européenne. C'est-à-dire que Viktor Orban n'est pas attaché à l'Union européenne, il n'est pas non plus en guerre contre l'Union européenne. Ce qu'il veut, c'est défendre l'intérêt national hongrois. Et on le voit, il peut dégager certains succès. Voilà. Et la France, elle, avec les moyens qu'elle a, avec son envergure, son poids international, avec une même volonté politique, ferait beaucoup mieux et beaucoup plus. Voilà. Donc je dirais que c'est une incitation pour les Français à prendre leur destin en main, comme les Hongrois le font. Et si c'était à proportion égale de notre pays, ce serait un bouleversement politique absolument considérable. Et il est quand même conscient que la France et la Hongrie partagent au moins la notion de civilisation européenne à laquelle il est attaché. Je crois que justement c'est lui qui en est conscient. Je crois que c'est en France qu'on en est moins conscient. Notamment lorsqu'on traite de l'Europe centrale en général, mais en particulier de la Hongrie. Souvent en France, on tombe dans des écueils qui sont vraiment désespérants, alors que ça fait 20 ans que ces pays sont dans l'Union européenne. On les voit toujours comme l'Europe de l'Est soviétique ou post-soviétique. On imagine des espèces de dictatures orientales ou d'autocraties, alors qu'en réalité l'état de droit est bien plus respecté en Pologne ou en Hongrie qu'en France aujourd'hui. Que ce soit au niveau du gouvernement, mais même dans la rue, pour le rapport avec la police, ou même en tant que journaliste, je peux témoigner, mon expérience de journaliste en Hongrie est beaucoup plus aisée en Hongrie qu'en France. Est-ce que quand vous dites dans votre préface que la France et la Hongrie n'ont pas la même temporalité, c'est ça que vous voulez dire concrètement ? Il y a de ça, et puis ça s'explique en effet par des cheminements parfois un peu parallèles au sein de la civilisation européenne. C'est-à-dire que la France est un pays fondateur, fondamental. C'est la France qui a fondé l'Occident chrétien, c'est la France qui a mis fin à cet ordre chrétien avec la Révolution de 1789. Donc la France est la responsable protagoniste historique principale, alors que la Hongrie est une puissance beaucoup plus petite et puis qui s'est ralliée à l'Occident chrétien comme elle a accepté et digéré certains aspects de la Révolution française, notamment en termes de construction de l'État-nation. Aujourd'hui, la Hongrie, en effet, n'est pas dans la même temporalité parce que elle a cette intégrité ethnoculturelle, c'est quelque chose de décisif et quelque chose qui comptera au XXIe siècle. En revanche, et c'est là où les courbes se rejoignent, nous sommes tous soumis à la même pression supranationale et dans cette vulnérabilité croissante qui est celle de la France et sa moindre importance sur l'échiquier international, nous partageons finalement un statut de souveraineté limitée et nous sommes confrontés à la même pression venant à la fois de Bruxelles et de Washington. Il y a dans le livre de Balázs Orban, dans son essai de stratégie politique, une notion importante. Il dit « L'État hongrois ne peut être dissocié de ses fondements culturels chrétiens ». C'est véritablement là aussi quelque chose qui diffère bien évidemment avec le discours politique en France. Cette revendication, elle est forte. Elle est présente, prégnante. Oui, alors c'est exactement un peu comme les principes d'État-nation et de société contractuelle. Ils ont été un peu digérés, acceptés, mis à la sauce hongroise. Et c'est pareil pour cette rupture avec une société plus sécularisée. Pour les Hongrois, ça n'a pas impliqué d'avoir une politique anti-chrétienne. Et de ce point de vue-là, il y a une vraie différence. Rappelons que ce qu'on appelle l'ancien régime en France s'est maintenu en Hongrie, en fait, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Ferenc Almasi, dans l'essai, Balázs Orban dit s'appuyer sur 1000 ans d'histoire du peuple magyar et retient un fait essentiel, dit le peuple hongrois est à la fois occidental et oriental. Vous êtes à la fois français et hongrois. Est-ce que vous adhérez à cette notion-là, à la fois occidentale et orientale ? Oui, alors il y a, pas faire un cours d'histoire maintenant, mais évidemment les Hongrois des origines viennent de l'Est.
donc de l'Oural, d'Asie centrale. C'est des questions qui sont toujours débattues. Évidemment, c'est lointain aujourd'hui, c'est un peuple qui est totalement européanisé, qui a été christianisé. Justement, et c'est l'acte fondateur de l'État hongrois, c'est justement la conversion en l'an 1000, et c'est là où l'État chrétien est fondé, le royaume de Hongrie est fondé. Et aujourd'hui, tout s'inscrit dans cette continuité. Mais déjà à l'époque, il y avait ce débat entre est-ce qu'il faut choisir Rome ou Constantinople. Et il y a toujours eu l'idée que la Hongrie était aux marges de l'Occident latin, en fait. C'est pour ça que c'est un royaume apostolique. Et il y a toujours eu cette ouverture sur l'Est qui est une nécessité pour contrer les dominations inévitables ou les tentatives de domination de l'Ouest. Donc la Hongrie a toujours essayé d'être une espèce de pont pour trouver un équilibre géopolitique entre l'Est et l'Ouest. Il y a même d'ailleurs géographiquement une illustration, c'est un peu ce pont des chênes à Budapest, que vous connaissez fort, bien évidemment. Et quand on est touriste, on a le sentiment qu'en passant de Buda à Pest, de Pest à Buda, on passe de cette vision occidentale, autrichienne presque, à cette vision plus orientale, russe. Est-ce que ça, c'est une réalité touristique ou c'est une réalité dans l'esprit du peuple hongrois ? On pourrait peut-être mettre une précision, parce que ce qui est à l'est du Danube, c'est en effet, quand vous êtes à Buda, vous êtes dans l'Empire romain. Buda s'appelait Aquincum, c'est l'Empire romain. Quand vous traversez le Danube et que vous arrivez à Pest, vous êtes dans ce vaste espace où notamment Attila a eu son principal campement, plus sur les rives de la Tissa, mais c'est bien cette situation de pont que le bassin des Carpates occupe entre l'Est et l'Ouest. En revanche, la Russie est une puissance plus récente que la Hongrie. C'est-à-dire que quand les Hongrois s'ingénient à retrouver une origine orientale, ils ne pensent pas à Moscou, qui est né après eux. Ils pensent à toute la culture, je dirais, de la steppe, et ça leur permet de façon très opportune de lier des ponts, notamment avec la puissance orthodoxe principale qu'est la Russie, mais aussi avec toute l'Asie centrale, avec les Turcs, et au-delà, avec l'Extrême-Orient. Bon, on va quitter ces spécificités historiques, importantes d'ailleurs, mais on a le sentiment que la stratégie de Viktor Orban, rappelée aussi dans l'ouvrage, c'est celle du cavalier seul, notamment en matière de politique familiale, d'immigration, de souveraineté. Dans ces domaines-là, on a vraiment l'impression qu'il fait cavalier seul. Mais en fait, cavalier seul, ça veut dire être souverain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, essayer de mener une politique souveraine, je dis bien essayer, puisque, comme l'évoquait Thibault tout à l'heure, la Hongrie aussi est dans une situation de souveraineté limitée, du fait de l'Union européenne, mais aussi parce que c'est un peu un État client, aujourd'hui, depuis le changement de régime, avec une domination économique de l'Allemagne. Donc dans ces conditions difficiles, Viktor Orban essaye de mettre en place une politique souveraine, et c'est ça qu'on appelle être cavalier seul. C'est le fait de ne pas vouloir s'aligner sur les desiderata de la Commission européenne, notamment, mais à chaque fois de pouvoir tirer son épingle du jeu et de faire valoir les intérêts nationaux. Mais c'est un peu ses limites, Thibault Gibelin. On le voit bien, par exemple, Orban essaie d'avoir une attitude, j'allais dire, plus équilibrée avec la Russie. Mais est-ce qu'on peut maintenir des relations économiques avec la Russie quand on reste dans l'Union européenne, quand on reste, où on ne remet pas en cause son adhésion à l'OTAN? C'est vraiment le en même temps macroniste qu'on est en train de vivre là, en Hongrie. Alors, on parlait de cavalier seul. Viktor Orban souhaiterait être le moins seul possible. Il plaide sans arrêt pour un consensus entre-européen. Malheureusement, il n'a pas envie d'une guerre euro-russe, donc il se retrouve un petit peu en froid avec les Polonais. Viktor Orban souhaiterait s'allier à un grand pays de l'Occident pour lutter contre l'immigration. Il célèbre l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni il y a un an, et il est évidemment confronté à la submersion et l'abandon complet que Giorgia Meloni avait de ce programme anti-immigration. Viktor Orban, dans l'Union européenne, tente sans arrêt de ramener une minorité de blocage. Il ne désespère pas parce que dans l'Union européenne, il y a en fait beaucoup de gens qui pensent que la politique hongroise est très sensée, mais qui n'osent pas le dire. Principalement, par exemple, l'Allemagne, dans la confrontation avec la Russie, soutient à demi-mot ce que fait la Hongrie, et même, j'avais des retours de diplomates hongrois qui me disaient que au Conseil européen, Viktor Orban reçoit des SMS, c'est bien Viktor, continue, parce que lui sort de la tranchée, mais il est le seul. Je pense que l'élection, ce week-end, de Robert Fico, le retour au pouvoir de ce socialiste slovaque, mais qui défend aussi l'intérêt national, est dans ce sens une bonne chose pour la Hongrie. La Hongrie qui n'a pas le choix en fait, d'appartenir aujourd'hui à l'UE et à l'OTAN, et qui donc défend ce consensus alternatif comme elle le peut.
Est-ce que le bilan de la stratégie hongroise est un bilan que l'on peut quantifier? On a vraiment le sentiment, par exemple, que la Hongrie a perdu, avec Viktor Orban tout au moins, la bataille de l'image. Parce que, d'ailleurs, Balázs Orbán le dit, dès 2020, il dit de manière assez courageuse, notre image est négative, car on parle d'autocratie, de régime autoritaire, de démocratie illibérale, de démocratie du chef. La Hongrie, elle a vraiment perdu la bataille de l'image. Perdu où? Parce qu'il y a aussi beaucoup de pays dans le monde où elle a une image extrêmement positive. Si vous voyagez en tant que Hongrois, dans la plupart des pays du monde, vous serez extrêmement bien accueillis, aujourd'hui bien mieux accueillis que si vous êtes Français. En revanche, il y a à l'ouest, donc l'ouest de l'Europe, ou encore aux États-Unis, Amérique du Nord, il y a là, en effet, un récit médiatique qui utilise la Hongrie, et en fait ça permet pour peu de frais de créer un récit, d'avoir un épouvantail, faire peur avec la dictature si proche, etc. Pendant même que dans ces mêmes pays on met en place des règles qu'on n'a pas vues depuis 80 ans. Il y a en Hongrie il y a eu cette prise de conscience, en effet, qu'ils avaient perdu sur ce terrain-là. Ils essaient d'y travailler aujourd'hui. On voit notamment le développement d'un soft power, très clairement, notamment avec le fait de travailler avec des gens comme Tucker Carlson, mais aussi le MCC, le Matthias Corvinus Collegium, qui est dirigé par Balázs Orbán, et où notre ami Thibaut Gibelin est professeur invité. Ça fait partie de ces outils que la Hongrie développe récemment pour améliorer son image à l'international et en particulier à l'Ouest, parce que les temps sont trop graves et que la Hongrie fait partie, bon gré mal gré, de ce bloc occidental et qu'elle n'entend pas baisser les bras et abandonner le combat. Il y avait un bras de fer entre Viktor Orban et George Soros, un bras de fer qui s'est visualisé par vraiment des faits concrets en Hongrie. Où en est-on de ce bras de fer ? Alors, ça rejoint assez nettement ce que Ferenc évoquait sur la bataille de l'image en Occident. Il faut quand même rappeler que Tucker Carlson est venu à Budapest il y a 1 mois et demi. Il a interviewé Viktor Orban. C'est un entretien qui a été vu plus de 130 millions de fois sur Twitter et qui est en fait le plus vu des reportages d'interviews de Tucker Carlson après Donald Trump. Donc, en fait, il y a une demande, je dirais, d'orbanisme à l'Ouest. Simplement, les médias dominants, eux, entendent démoniser le personnage. Et l'une des figures tutélaires de ce parti du globalisme, c'est George Soros. Alors, George Soros... il a, je dirais, un empire qui lui succède, qui est notamment maintenant dirigé par son fils, Alexandre Soros. Il me semble qu'en Hongrie, la bataille de l'image a été gagnée par le parti au pouvoir, contre Soros. À l'Ouest, c'est un petit peu le schéma opposé. Ce qui est important, c'est qu'on a en fait une territorialisation de l'influence et que l'Europe centrale, pour ce qui concerne les opinions publiques et même les élites, commence à sortir de plus en plus du narratif occidental. Et sur ce plan-là, Viktor Orban a eu une responsabilité directe. Qu'est-ce que nous avons finalement, en définitive, à apprendre des Hongrois ? Peut-être qu'une minorité organisée peut être prête, si elle existe, à mettre en place une troisième voie, une autre voie. Oui, je crois que ça interdit de désespérer de l'avenir. Et c'est un plébiscite du courage, de la lucidité et de... Cette situation en fait historique qui aujourd'hui est difficile pour la France sans être plus difficile que nous la connaissions pendant la Première Guerre mondiale, pendant les affres de la Révolution ou pendant, si on remonte peut-être plus loin dans notre histoire, notre guerre de 100 ans. Les difficultés sont pas les mêmes, mais les ressorts pour en sortir sont pas les mêmes. Et la Hongrie démontre que, à sa mesure, la volonté politique peut trouver des voies concrètes pour résoudre les problèmes de l'heure. C'est ça qu'on peut apprendre des Hongrois ? Oui, ou en tout cas du règne de Viktor Orban, qui dure depuis 13 ans et qui entend encore durer. Le fait que lorsqu'il y a une vision qui colle à une certaine volonté populaire et qu'il y a le courage politique, oui, et tout est possible. Cette Hongrie,
Vous me dites qu'elle n'est pas isolée sur le plan philosophique, sur le plan politique. Est-ce que géographiquement, elle est aussi en capacité de travailler avec les autres? Vous avez, vous, avec le Visegrad Post, mené bien évidemment toutes ces actions pour voir les travaux qui se menaient en commun, les initiatives communes. Est-ce qu'elles se poursuivent malgré la situation avec la Russie? J'ai presque envie de dire qu'en fait, géographiquement, justement, elle n'est pas isolée. C'est un pays enclavé au cœur de l'Europe. Elle est tout sauf isolée. Et la politique, justement, un des aspects de la stratégie hongroise, c'est justement d'avoir une diplomatie à l'ancienne, d'État à État, où on ne parle pas avec un gouvernement, on ne parle pas avec un régime, on parle avec un État et on parle d'intérêts communs. Et c'est ce qui permet à la Hongrie d'avoir, tout à l'heure vous évoquiez un en même temps macronien, je crois que le en même temps macronien, il est très, comment dire, il est beaucoup dans, non mais ça m'amuse, mais il est beaucoup, c'est beaucoup de l'image. Alors que là, c'est très concret ce que fait la Hongrie. Je donne deux exemples. La même semaine où la Hongrie achète un système de défense, le dôme de fer à Israël, la même semaine, le ministre des Affaires étrangères iranien est à Budapest pour signer un nouveau traité commercial. Ou alors, lorsque la Hongrie s'apprête à acheter plus de gaz à l'Azerbaïdjan, une semaine avant, elle normalise des relations avec l'Arménie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la volonté d'être, encore une fois, un pont et de ne pas être dans une logique de bloc, mais de défendre les intérêts nationaux en toutes circonstances. 2024, élections européennes en vue pour la Hongrie aussi. Quel est l'objectif de Viktor Orban? Et est-ce que l'objectif, c'est de changer cette Union européenne ou de continuer à la servir? Alors l'objectif, c'est de limiter la pression qui s'exerce sur la Hongrie. Les élections seront suivies en fait de la présidence tournante de la Hongrie, de l'Union européenne par la Hongrie, parce que la Hongrie va assumer la présidence tournante de l'UE le deuxième semestre 2024. Période ô combien cruciale, puisque c'est le moment des élections aussi américaines. Beaucoup de choses peuvent se décoincer ou aboutir à ce moment-là, et c'est là où la stratégie hongroise donnera peut-être toute sa mesure. En tout cas, je crois que la Nouvelle Librairie et l'Institut Iliade ont fait une œuvre de salubrité intellectuelle et quelque chose de vraiment de fort instructif pour les lecteurs français, parce que la Hongrie de Viktor Orban est en ce moment, je dirais, le point de concours des différentes visions alternatives à l'Union telle qu'elle existe. Eh bien, on va regarder cette stratégie hongroise que vous avez présentée et défendue ici sur TV Liberté, avec cette phrase de Viktor Orban que vous avez mis en exergue de cet ouvrage. Nous n'avons pas adopté une attitude défensive et nous ne sommes pas résignés à notre statut minoritaire. Nous avons joué pour gagner et nous avons proclamé la Reconquista. Merci Ferenc Almasi, merci Thibaut Gibelin et bon retour à Budapest. Merci à vous. Merci à vous.